Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cette émission du 2 mai, une émission spéciale puisque pour la première fois, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés de Laurent Mercure Gauvin en fait, qui est gestionnaire de communauté chez Frima Studio à Québec. Alors Laurent, bonjour. Bonjour, je suis content d'être là avec vous ce soir. Peut-être que tu pourrais commencer par nous expliquer c'est quoi un gestionnaire de communauté. En fait, c'est pas très très compliqué. Un gestionnaire de communauté, surtout dans une industrie comme les jeux vidéo, comme je travaille, c'est principalement d'être la passerelle entre les développeurs de jeux et les joueurs, dans les deux sens. Donc, c'est moi qui récolte ce que les joueurs disent ou ont comme commentaire par rapport au jeu et je fais passer le message aux développeurs. Et à l'inverse, lorsque les développeurs ont des questions par rapport à leur jeu qu'ils veulent poser à la communauté ou ont du contenu à donner, c'est moi qui fais passer ce contenu-là. En fait, c'est moi qui garde la conversation entre développeurs et joueurs active. Qu'est-ce que tu dirais qui occupe le plus ton temps en ce moment chez Frima, de manière générale? En fait, c'est lorsqu'on joue des jeux qui sont... on lance des jeux qui sont free-to-play, en fait des jeux qui sont gratuits, dans lesquels la monétisation se passe à l'intérieur du jeu. Donc, les joueurs peuvent dépenser pour avoir de l'argent, donc des pièces d'or ou des diamants, peu importe le jeu. Moi, dans le fond, mon travail principal, c'est de garder ces joueurs-là actifs, donc leur donner des événements spéciaux pour les garder engagés dans le jeu, de façon à ce qu'à un certain moment, c'est inévitable, ils finissent par trouver que le challenge est le fun, ils ont du plaisir, donc ils décident de dépenser. Dans d'autres jeux, ça se fait, la gestion de communauté, mais c'est vraiment plus important dans les titres qui sont gratuits, parce que sinon, ils sont difficiles à être rentabilisables. Là, récemment, Frima a publié un jeu qui s'appelle Zombie Tycoon 2. Dans le fond, si tu pourrais nous parler, ce serait intéressant que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce que Zombie Tycoon 2. On sait que c'est un jeu vidéo, mais quel genre de jeu vidéo en fait? Zombie Tycoon 2, c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu de stratégie dans lequel on contrôle une armée de zombies qui sont menés par un professeur fou qui veut conquérir le monde et qui fait face à un autre professeur fou qui, lui, veut se venger avec aussi son armée de zombies. Donc, c'est des deux armées de zombies qui se rencontrent une contre l'autre. Le principe de jeu, vraiment, c'est similaire à des jeux de stratégie comme SOCOM, dans le sens qu'on a des petites unités, des petits squads d'unités. Donc, c'est beaucoup plus stratégique, le positionnement et tout ça. Il n'y a pas de gestion de ressources ou de construction de bâtiments. Là, à la place, on capture des bâtiments pour se placer stratégiquement dans un champ de bataille pour attaquer son adversaire, qui est l'autre maître zombie. C'est dans un monde où il reste presque plus d'humains, c'est juste des zombies partout. OK. Donc, disponible sur Steam, disponible sur PlayStation 3. Et PlayStation Vita aussi. PlayStation Vita aussi. OK, excellent. Et j'ai su que vous aviez utilisé, dans le fond, la plateforme de financement Greenlight de Steam. Oui. Et je me demandais, en fait, c'était quoi les détails techniques de comment ça fonctionne, avoir un jeu financé par Steam à travers Greenlight? Toutefois, il y a une nuance qu'il faut clarifier. Là. Steam, Greenlight, ce n'est pas une plateforme de financement en tant que tel, c'est un processus d'approbation. C'est en fait lorsqu'on veut publier un jeu sur Steam et on a vraiment c'est une bonne chose de le faire parce que c'est une plateforme énorme avec beaucoup de joueurs. Il faut absolument passer par ce processus-là. C'est un passage obligé. Qui dans le fond, on présente notre jeu normalement avec une vidéo, un texte, des captures d'écran pour montrer c'est quoi notre idée de jeu. On aimerait ça amener ça sur Greenlight. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, à ce moment-là, c'est à la communauté de voter. Tous ceux qui ont un compte Steam peuvent voter. Ils peuvent voter positivement tout comme négativement. Ils peuvent dire non, ça je trouve que ça n'a pas l'air d'être de la qualité, je veux pas ça sur Steam. Donc, ça s'étale sur un nombre de mois qui est X. Ça peut rester là très longtemps. Ça peut être des processus qui peuvent durer 1 an. Jusqu'à temps que Steam voit qu'il y a suffisamment de vélocité dans les votes. Ils voient, OK, ce jeu-là, il y a de l'attraction, les joueurs le veulent. OK, on les contacte, on leur donne leur green light. Donc, c'est un processus plus de sélection que de financement. OK, donc
disons, à l'inverse ou à l'opposé des plateformes de financement, de crowdfunding comme Kickstarter. Donc, mais est-ce que Frima a financé de manière purement classique le titre Zombie Tycoon 2? Oui, en fait, je dis oui. Mais en partie, ça dépend de notre définition de classique. Mais Zombie Tycoon 2 a une partie qui est financée par le Fonds Média Canada. Donc, il est financé en partie par ce fonds-là, qui est un fonds fédéral. Mais en fait, nous, ce qui était l'important, on n'avait aucun budget qui était prévu pour la version Steam. Mais on a décidé d'essayer le processus de Greenlight. Ça a coûté pas tellement cher pour avoir ce qu'il nous fallait, donc une vidéo adaptée pour Steam, des captures d'écran et un peu de montant pour créer une espèce de buzz autour de ça. Et lorsqu'on a eu notre Greenlight, là, ça a été comme un peu le signal d'envoi. On s'est dit, bon, okay, on va avoir des consommateurs qui nous attendent. Fait qu'on va faire le port. Parce que dans le fond, c'était un jeu initialement sur PlayStation 3 et PlayStation Vita qu'il fallait, comme on dit, il fallait porter. Donc, il fallait transférer tout le code puis adapter les contrôles pour que ça soit jouable sur PC. OK, donc à l'échelle de Frima, l'acceptation par Greenlight était plus une motivation d'augmenter le nombre de plateformes sur lesquelles ça allait être disponible plus que la vie ou la mort du projet. Là. Ouais, vraiment. Là. Tout à fait, parce que le projet existait déjà. Il avait amené une certaine quantité de revenus. En fait, on voulait chercher une autre communauté pour rejoindre notre communauté Zombie Tycoon. Fait qu'on s'est dit, Steam, ça pourrait être une bonne idée. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Et là, le processus s'est très bien passé. Mais justement, parlant de ça, tu disais que c'est un nombre X de mois. Vous ne savez pas quand vous entrez là-dedans, mais à mon souvenir, ça s'est passé quand même vite. Ça s'est passé pour votre très jeu. Vite. Vraiment, là, on a été... je pense qu'il y a eu des coïncidences, un certain hasard, mais aussi la qualité du produit qu'on présentait, là, qui a fait que ça s'est passé très rapidement. Ça s'est passé au final en 1 mois, je pense. Ce qui est très, très rapide. Là. La plupart surtout les plus petits développeurs indépendants, on peut pas se dire qu'on est un très petit développeur indépendant. Eux autres, ça peut prendre, justement, comme je disais, 5-6 mois parce qu'il faut qu'ils réussissent à amener une bonne quantité de votes et ils ont moins de réseau. Nous, la force qu'on a, c'est qu'étant donné qu'on a d'autres titres et on a quand même un bon bassin d'employés, on était capable d'aller chercher suffisamment de votes là, en stimulant nos réseaux là, à l'interne, mais aussi tous nos amateurs de nos autres jeux qui pourraient être susceptibles parce que ça ne coûtait rien, contrairement justement à Kickstarter et d'autres plateformes comme ça. Participer ou voter pour que ce projet-là se réalise, ça coûte de l'argent, donc il y a une barrière à l'entrée. Dans notre cas, nous, c'était un peu de motiver les gens, faire comme regardez ça, puis si vous voulez, faites juste cliquer oui. Mais malgré tout, c'est un processus qui fonctionne bien. Les gens prennent à cœur le processus Greenlight au sein de Steam. La communauté est très prompte à voter non aussi. Là. Je pense que les statistiques exactes, nous, on a passé avec je ne me rappelle plus combien de votes, mais on avait 69% de oui. Là. C'est pas un 90% parce que les gens votent vraiment honnêtement. Parce que dans le fond, la question qui est posée vraiment lorsqu'on regarde une page Greenlight, c'est si c'était sur Steam, l'achèteriez-vous? Donc, les gens sont très honnêtes la plupart du temps là, pour répondre. Ils répondent non. C'est du ça, je l'achèterais pas. Fait que c'est pas contre nous autres. Là. Non, exact. En fait, ça fait partie de toute cette honnêteté d'un processus de régulation qui pose cette question-là. Ouais. C'est ultimement, tout produit va être jugé en fonction de est-ce que les gens vont l'acheter ou pas. Exactement. C'est pour éviter, je pense qu'ils l'ont formulé comme ça, pour éviter que les gens fassent juste, oui, je vais voter oui à tout. Là. Je serais donc bien pas gentil de voter de dire non. Mais non, il y en a qui votent non assez massivement. OK. Sinon, on commence à parler un peu de l'industrie du jeu vidéo en général, mais on pourrait peut-être rester un peu plus local pour commencer le sujet. Ouais, pas de problème. Là, tranquillement, il y a quelques villes à travers la planète qui commencent à se démarquer au niveau du jeu vidéo et ce qui est plaisant, contrairement, je trouve, au cinéma, c'est que c'est pas juste une ville. Il y a des gros studios à San Francisco, il y a des gros studios à Los Angeles, il y en a à Seattle, il y en a à Montréal, il y en a à DC. Puis à travers aussi au Maine, etc. Et dans cette, disons, toile qu'est l'industrie du jeu vidéo en Amérique surtout, semblerait que Québec et Montréal commencent vraiment à se tailler une place d'importance, surtout un peu Montréal, évidemment, à cause de la quantité de développeurs qu'il y a là. Mais tu vois ça où, toi? Comment quelqu'un à l'intérieur perçoit l'industrie du jeu vidéo québécoise, plutôt en relation avec l'industrie du jeu vidéo nord-américaine? Je pense qu'en fait, nous, ça se révèle beaucoup plus dans notre côté servicing, qu'on appelle Frima Studio. Une grande partie de ce que
le travail qui est fait à l'interne, c'est fait en servicing, donc pour des clients. Donc, par exemple, des clients, ça peut être n'importe qui. Nous, c'est la force d'être indépendant. Ça peut être Ubisoft qui nous passe une commande, qui nous dit on a besoin de faire certaines parties du code pour un jeu. On n'a pas ce qu'il faut. On va vous mettre une trentaine de personnes programmeurs là-dessus. Et nous, en fait, ça paraît que c'est l'appréciation des développeurs québécois, mais canadiens aussi. C'est que ça paraît très bien, nous, quand on vend nos services, les équipes de vente, eux autres, ils disent on est Frima. Là, ben, déjà, d'être québécois, d'être canadien, ça a une certaine valeur. Là. Il y a beaucoup de contrats qui sont décrochés, entre autres en présentant le fait qu'on est dans un centre qui est très à Québec, mais aussi à Montréal. Mais nous, plus précisément, dans notre cas, il y a 2 autres gros studios juste à côté de nous. Il y a Sarbacane qui est pas tout petit non plus là, à côté. Ça montre qu'on a vraiment de la main-d'œuvre de qualité. On a une concentration de main-d'œuvre à Québec, mais c'est sûr qu'à Montréal, c'est difficile à battre. Je pense que Montréal est la 3e plus grosse ville en termes de quantité de gens qui travaillent dans l'industrie. Vraiment, là, je pense que la première, c'est San Francisco, mais je pense qu'après ça, c'est soit Seattle, soit quelque part au Japon, ce qui c'est pas trop surprenant non plus. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Parce que c'est aussi un puissant joueur, mais on est... En tout cas, le Canada est vraiment pas loin. Montréal, précisément, là, est vraiment pas loin dans l'équation, que ce soit 3e ou 4e. Là. Fait que c'est quand même le fun de savoir que ça, c'est juste à côté. Fait que ça a évidemment un bon impact sur nous à Québec, dans le sens que, évidemment, côté ressources humaines, côté main-d'œuvre, il y a des gens qui viennent de Montréal, qui viennent travailler à Québec. C'est sûr que vice-versa aussi. Là. Des fois, on parle des gens parce qu'ils s'en vont à Montréal, mais bon, c'est normal. C'est la vie. Si on parle de l'industrie, juste brièvement, disons, plutôt ce qui se passe à Montréal, j'ai l'impression qu'une des différences qu'il y a entre Québec et Montréal, c'est sûr que Montréal a les plus gros studios, etc., mais Montréal, je crois, a accumulé peut-être une demi-douzaine de titres vraiment marquants, vraiment extrêmement bien, universellement reconnus comme étant des excellents jeux que l'on sait qu'ils viennent de Montréal. Il y a eu des jeux d'Assassin's Creed, mais il y a eu, moi, dans mon esprit, récemment, il y a eu Deus Ex Human Revolution qui était fait à Montréal et qui a été universellement reconnu comme un excellent jeu. Est-ce que c'est peut-être ça qui manque à Québec pour vraiment amener la ville de Québec réellement sur la map du jeu vidéo? Parce que c'est sûr que Frima, vous faites des jeux à des échelles un peu plus petites que des grosses productions de AAA peut-être qui peuvent approcher les centaines de millions de dollars en production. C'est sûr qu'il y a Binox, mais Binox a encore un peu de difficulté à faire un titre qui va vraiment lui amener une reconnaissance universelle, disons, dans l'industrie. Ouais. Est-ce que tu crois que ça a un gros impact, ce genre de pedigree-là, pour faire l'impact d'une ville dans l'industrie? Ah, c'est évident. C'est évident que... Parce qu'en fait, il faut savoir, là, les 2 gros studios de Québec, là, en termes de volume d'employés, Binox et Ubisoft, ben c'est des usines d'une autre compagnie, d'une certaine façon. Donc, un peu, ce qui est créé à Québec, par exemple, chez Ubisoft, est une décision de Ubisoft Maison Mère, qui va décider, OK, notre bureau de Québec, on va les mettre sur telle affaire. Les autres, à ce que je sais, mais je ne sais pas tout, leur expertise, c'est vraiment plus pour les applications qui accompagnent des gros titres. Donc, on va avoir, par exemple, un Black Flag qui va être accompagné d'une application de téléphone qui se joue en parallèle. Second Screen Experience. Exactement, ils sont très second screen à Ubisoft Québec. Donc, c'est sûr que ça fait pas rayonner énormément. J'imagine que c'est quand même une expertise que Ubisoft veut développer. Fait que plus ils font des applications second screen à Ubisoft Québec, plus ils vont en faire. Ça, c'est évident parce que c'est ça que Ubisoft va décider. Ce studio-là, je spécialise là-dedans. Binox, c'est un peu la même chose. Binox, ils ont d'Activision, ils ont vraiment... En tout cas, ce que je sais aussi, parce que je ne sais pas tout, mais il est beaucoup utilisé par Activision comme une maison de test. Il y a vraiment beaucoup de tests de QA, comme on dit, là, d'assurance qualité qui est faite à Binox. Fait que ça fait pas énormément de production. Ils font de l'assurance qualité sur des gros titres d'Activision, mais au final, ils ne les produisent pas beaucoup. Il y a peu de programmeurs, d'artistes, puis tout ça. Il y en a, comme n'importe quel studio, mais les autres qui fonctionnent beaucoup par vague. Binox, tu as des vagues de recrutement. Là, on a besoin d'une
30 de testeurs cet été parce que on s'est fait mettre assurance qualité sur un gros titre Activision. Les Skylanders, ça a été des gros titres pour Binox. Donc, ils ont eu à mettre les mains à la pâte là-dessus, en grosse quantité. De la manière que tu en parles, le système de gestion de la ressource humaine dans le jeu vidéo, en tout cas peut-être un peu plus précisément à Québec, semble se faire sous des formes contractuelles, comme tu dis, en vague. Disons, on est un petit peu face aussi à la nature même du produit qui est facilement sous-traitable d'un pays à l'autre, littéralement. Donc, on peut pas, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait pas mettre des gens qui travaillent dans un port de Lévis de faire un morceau de bateau vraiment d'un autre pays, alors qu'un jeu vidéo, on peut le casser en morceaux, l'envoyer un peu partout. Ouais. Donc, Québec semble être un petit peu sur une face un peu moins créative, disons, de l'industrie du jeu vidéo, si je crois comprendre ce que tu es en train de me dire. En fait, nous, mettons que je prends spécifiquement le cas de Frima, oui, on fait énormément de sous-traitance. En fait, c'est ce qui nous permet de survivre un peu. Là. Donc, on fait des morceaux de bateau pour des gros producteurs de bateaux. Mais là, généralement, il y a une bonne portion créative malgré tout. Des fois, on fait des bateaux complets mais en white label, ce qui veut dire que notre logo n'apparaît pas. Donc, on fait par exemple je donne un exemple qui n'existe pas, mais c'est pour ne pas nommer de client. Par exemple, que Kellogg's ferait des céréales, puis ils ont besoin d'un petit jeu interactif à mettre sur leur site web. Ben on fait leur jeu interactif pour leur site web, on ne mettra pas notre logo nulle part. Donc c'est en white label complètement. Ça a l'impression que Kellogg a fait son propre jeu, mais Kellogg ne fait pas de jeu. Donc ça donne un bon exemple. Ils font des céréales. C'est ça qu'ils font. Ils n'ont pas l'expertise. Mais c'est l'équivalent de faire de l'écriture du white writing, là, du ghost writing qu'on appelle. C'est du ghost writing qui on t'écrit la pièce, mais dans le fond ton nom n'apparaît pas. Mais tu dirais qu'une bonne partie de ce que vous faites à Frima tombe un peu dans ces eaux-là. Oui, tombe beaucoup dans ces eaux-là. Là. C'est ce qui ramène le plus gros mais c'est ce qui fait travailler la plus grosse partie de l'entreprise aussi. Okay. La partie qui fait des propriétés intellectuelles, on donne vraiment des jeux qui sont à nous et avec lesquels on essaie de pousser et de faire de l'argent. Ça, c'est une toute petite partie de l'entreprise. Là. C'est qu'à peu près 15%. Là. Écoute, tu parles de faire de l'argent, ça m'amène sur un autre de nos sujets dont on voulait parler, c'est-à-dire les nouveaux modes de financement des jeux, c'est-à-dire les jeux gratuits qui sont monnayables de d'autres façons. Donc, je voudrais que tu nous parles un peu de ce modèle-là, en fait, puis qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça augure pour l'industrie du jeu vidéo en termes de possibilités d'innovation puis tout ça. C'est sûr que le modèle free-to-play ou gratuit à jouer, si on veut, c'est vraiment très difficile comme environnement pour des développeurs qui essayent de percer. Parce qu'on se ramasse avec une situation, surtout par exemple, on prend vraiment juste le modèle mobile en tête. Là, les jeux mobiles, on navigue un peu sur le App Store, on regarde les jeux qu'il y a. Des jeux gratuits, il y en a énormément. Des jeux payants, il y en a peu. Qu'est-ce qu'on voit dans les jeux payants? C'est tout le temps souvent des grosses marques ou des gros titres qui ont déjà pogné beaucoup. C'est parce que c'est difficile de faire dépenser quelqu'un sur son téléphone lorsqu'il se promène dans son App Store puis tout est gratuit. Donc ton jeu est à 99 cents, il est déjà pas 99 cents plus cher que celui qui est gratuit. Trop cher. C'est déjà trop cher. Donc ça met une compétition qui est très, très féroce, qui force en fait pratiquement tous les développeurs qui n'ont pas déjà un nom assis, bien assis, de faire du free-to-play, du gratuit. Dans notre cas, nous, nos applications mobiles le sont toutes. Parce que ça permet au moins d'aller chercher beaucoup plus facilement de la visibilité parce que ton jeu est gratuit, donc il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc si ton nom est accrocheur, le jeu a l'air intéressant, il n'y a pas trop de friction, le joueur embarque tout de suite. Mais ça amène énormément de complexité parce qu'il est gratuit. C'est assez facile à comprendre, le problème il est où. Faut qu'il se paye ce jeu-là, au minimum. Là. Exactement. Et les modèles publicitaires sont plus aussi rentables qu'ils l'étaient avant. Donc, c'est vraiment la monétisation, donc vraiment l'économie à l'intérieur des applications qui est clé. Et ça, c'est un art très délicat de trouver la façon que le jeu soit plaisant. Donc, il faut vraiment, faut que cette monétisation-là, cette économie-là, soit pensée en même temps que le gameplay. Là. Quand on pense au plaisir qu'on a dans le jeu, il faut qu'on pense que ce plaisir-là, il faut qu'il y ait un petit irritant aussi. C'est aussi niaiseux que ça, mais dans le design, ça doit être pensé parce que on veut amener les très peu de joueurs qui dépensent à dépenser. Parce qu'au final, des statistiques un peu à la volée comme ça, que je me souviens des derniers rapports qu'on avait eus, et ça, c'est pas juste pour nos jeux, mais en général, des grosses moyennes, près de 9% des joueurs qui jouent à un jeu gratuit dépensent.
Honnêtement, je trouve que c'est surprenamment élevé pour être honnête. Là. Mais au-delà de tout ça, l'autre pourcentage, je m'en souviens pas, mais je pense que c'est dans la trentaine, 30% de ce 9%-là dépensent plus de 2$. Donc, c'est vraiment la portion qui rentabilise nos jeux, c'est ce 30% du 9%-là. C'est une fraction d'une fraction quand même. Il faut qu'eux dépensent le plus possible, dans le fond. Et oui, puis des fois, puis on les comprend. À un moment donné, des fois, on a des statistiques, puis je dirais qu'on est perplexe. On voit quelqu'un, un Japonais qui vient de dépenser 100$ dans notre jeu. Ben, on est très reconnaissant, mais on comprend pas vraiment beaucoup, là. Parce que 100$, c'est beaucoup d'argent. J'avais vu au récent GDC, il y avait des conférences qui s'étaient données, puis il y avait une conférence, entre autres, qui s'appelait How to Milk a Whale, ou quelque chose du genre. Ça avait été très mal reçu. Ça avait été très mal reçu, mais en même temps, quand on est dans cet environnement-là... On n'a pas le choix. Quelqu'un, justement, qui design un jeu qui se dit, s'il y a quelqu'un qui passe sur une virée de dépenser 300$ sur notre jeu, il faut que ça soit, premièrement, possible. Il faut qu'il y ait une raison de le faire. Il faut qu'ils sentent qu'il y a... Parce que si vous ne profitez pas de ces individus-là, ça se peut que ce soit pas du tout rentable. Ah non, puis ça, il y en a des histoires des jeux gratuits qui sont downloadés à des 3-4 millions de téléchargements. Ça a l'air gros, mais c'est des jeux qui sont absolument pas rentables parce que c'est mal monétisé à l'intérieur. On pourrait faire un lien avec le fait que c'est un peu le même principe qu'avec l'impôt. T'sais, pour que bien des gens aient des services gratuits, il faut que ceux qui sont plus riches donnent le plus d'argent. Oui. C'est ça. On n'ouvrira pas ce sujet-là, mais c'est un peu le même modèle, en fait. D'une certaine façon, oui. Est-ce que, dans le fond, tu penses que le modèle de faire un jeu mobile payant est si mort que ça, complètement mort, ou ça va peut-être revenir? Est-ce qu'il y a un balancier, premièrement? Est-ce qu'on est en train de revenir dans ce balancier-là? Je pense pas. Je pense que les jeux gratuits, ça va être de plus en plus... Je pense que c'est plus l'inverse. Pour le bien, du consommateur à certains moments. Ça va être plus les autres modèles qui vont devoir s'adapter. Il y a des fois, il y a des cris de désespoir de des gens qui achètent encore leur jeu AAA à 60$ en box, puis se disent, ben là, il y a ce jeu indépendant-là qui me coûte 15$, puis j'ai plus de fun. Il y a encore ça. Mais non, je pense que c'est pas un modèle qui va s'en aller. Le modèle d'application payante, je pense que non plus, ça va pas disparaître. Il faut juste qu'il y ait les bonnes... faut juste que les pièces soient bien placées sur l'échiquier. Il faut que ce soit un jeu, idéalement, qui a déjà une grosse marque derrière. Ça passe par-dessus toutes les barrières. Comme récemment, je le sais parce que j'ai une ancienne collègue qui travaille là désormais, Square Enix Montréal, on a lancé une application à iPad 5$. Mais c'est sous la bannière Hitman. En plus, elle a reçu d'extraordinaires critiques. Là. C'est un très bon jeu. Mais les autres, ils doivent faire la passe de cash parce qu'à chaque application, c'est 5$. Il n'y a pas de monétisation à l'intérieur. Mais quand tu as une marque aussi grosse que Hitman derrière et que tu as des bonnes reviews en plus, parce que les reviewers, les journalistes de l'industrie t'écoutent parce que tu as une grosse marque, là, toutes les choses sont là pour que ça fonctionne. Donc, le défi, c'est quand tu n'as pas de grosse marque pour backer ça. Est-ce que le seul focus qu'une équipe débutante peut réellement faire et sur lequel elle a totalement le contrôle reste la qualité du jeu? Oui. Ultimement, il faut que le jeu soit le fun. Si à chaque fois que quelqu'un download votre jeu, pas votre jeu, mais un jeu, oui, il comprend pas comment on peut avoir du fun là-dedans puis que c'est complètement horrible, à moins que ça devienne une joke virale, personne ne va downloader ça. Ouais, tu fais sur ma référence à Flappy Bird ici. Non, justement, moi je juge pas ce jeu-là parce que c'était pas réellement une joke dans le sens que les gens jouaient, c'était juste un jeu très simple. Oui, tout à fait. Mais justement, les principes de jeu très simples qui n'ont pas été encore minés, c'est souvent eux autres qui... Absolument. Angry Bird, c'est pas un jeu de complexité immense, là, c'est littéralement un mouvement. Ouais, ça a été volé, en fait, à Angry Bird, ça a été retrouvé plus tard, là, c'était un petit jeu Flash qui existait sur Internet, où c'était exactement la même chose, mais avec une catapulte puis des châteaux. Mais Rovio a dû voir ça quelque part, il a ramassé ça, il a mis des oiseaux avec un slingshot, je sais pas qu'est-ce qui a passé par l'esprit. Puis il a fait un énorme succès. Ça, c'était très bien exploité. C'est aussi une fois qu'ils ont compris, OK, j'ai un succès, ils ont tapé sur le même clou. Là. Ils ont compris. Il y avait eu... c'est drôle que tu dis que Angry Bird, au début, c'était pas une marque, mais c'est devenu une marque. Ah oui, complètement. Tu peux vendre des skidoo Angry Bird si tu veux. Et il y a aussi l'union de deux marques, parce que là, il y a eu Angry Bird qui s'est lié à d'autres trademarks, entre autres Star Wars. Ah oui, Star Wars, Rio aussi au début, ouais. Pour moi, c'est un peu triste, mais en même temps, ça change rien du reste de la vie. La marque de commerce, la reconnaissance, être capable d'identifier une marque. Si tu as un jeu Iron Man, parce que la compagnie Marvel te dit, on fait un jeu Iron Man,
il va être downloadé. Ah, On c'est dit pas certain. qu'il va être genre le bon jeu, mais il va être downloadé. C'est évident. Il y a comme un minimum de les gens vont le downloader, puis après, si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, tant pis. Alors que Frima n'a pas cette Ah non, liberté-là. c'est notre gros défi, en fait. Nous, c'est ce à quoi on travaille très fort en ce moment. C'est de faire un peu notre premier coup de circuit, là. C'est d'avoir un jeu qui va tomber juste pile, parce que c'est tout le temps l'affaire de trouver le bon jeu qui est bon, mais qui tombe dans les mains des bonnes personnes, pour vraiment là, faire notre coup de circuit, avoir notre première marque qui est vraiment assez reconnaissable. Là. On travaille sur beaucoup de plateformes différentes. On essaye justement, c'est une méthode qu'on appelle un peu la méthode shotgun. On fait des jeux de type vraiment différents sur plein de plateformes pour essayer de voir, OK, essayer de s'améliorer, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien. Parce qu'au final, des propriétés intellectuelles de Frima, ça fait 4 ans seulement que c'est fait. Sur le 10 ans qu'existe Frima au complet. Là. Au début, c'était juste du servicing, comme je parlais, la sous-traitance. Donc là, on est encore en méthode de shotgun, c'est de trouver qu'est-ce qui marche moins. Mais c'est ça, c'est sûr, notre gros défi, c'est de se créer une grosse marque. On essaye avec nos titres, une fois qu'on a une pas pire réception, un peu de retaper sur le même clou. Ouais. Et tu parles justement que vous êtes en train d'essayer sur différents types de jeux, différentes plateformes. Oui. Parlant des plateformes, Frima et la prochaine génération de plateformes PS4, Xbox One, ça va vers où dans cette direction-là? En ce moment, on a un titre qui est prévu pour les next-gen. Là. On en a d'autres, mais que je ne peux pas parler. Mais on a un titre qui est prévu pour les next-gen qu'on a annoncé justement cette semaine officiellement, qui s'appelle Chariot. C'est un jeu de platformer coopératif. Donc, c'est vraiment ça s'inscrit bien dans les jeux indépendants. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le PlayStation Store. Et là, lui, ce jeu-là, c'est notre gros défi. On prend toutes les plateformes next-gen, donc il va être sur PlayStation 4, Xbox One, Wii U. On va le faire également sur version Steam. On pense qu'on tient quelque chose de vraiment pas pire avec ça, fait qu'on se prépare déjà à l'exploiter correctement pour que les gens puissent profiter de ce jeu-là partout, là, sur toutes les plateformes, peu importe laquelle ils jouent, parce qu'ensuite, une fois qu'on va avoir clairé les next-gen, on a déjà un plan pour revenir sur les gens d'avant. Le Xbox 360 puis PlayStation 3, c'est déjà en discussion en ce moment. Est-ce que vous voyez une différence dans l'interaction avec PlayStation, Microsoft, la différence entre la dernière génération et la nouvelle génération par rapport aux jeux plus indépendants? Est-ce qu'il y a eu vraiment un changement de garde au service à la clientèle de Sony et de Microsoft entre ces deux générations-là, ou on a plus vu une espèce de transition, disons, délicate? En fait, nous, côté PlayStation, il n'y a pas eu de différence. Là. On avait des contacts dans le temps de PlayStation, pour PlayStation 3, PlayStation Vita. En fait, Zombie Tycoon, c'était une exclusivité PlayStation. Donc, on était quand même très proche là, de la gang de PlayStation. Fait que ça n'a pas changé du tout. On continue dans le même cap. Ils sont toujours aussi à l'écoute de nos produits. Puis, ils ont tout de suite trouvé que Chariot, ça s'enlignait dans une bonne direction. Fait qu'ils nous aident. Là, justement, cette semaine, on avait notre producteur exécutif de Chariot qui était un événement média seulement de PlayStation. Donc, où il y avait d'autres développeurs indépendants. Notre relation avec PlayStation a toujours été super bien. Donc, elle continue de bien aller. Xbox, c'est là qu'il y a eu changement de cap. Il avait vraiment annoncé entre la Xbox 360 et la Xbox One. La Xbox 360 a toujours été un petit peu plus fermé. Le processus de soumission, un développeur ne pouvait pas s'auto-publisher. Si on veut, il fallait nécessairement qu'il fasse affaire avec un publisher officiel de Xbox 360. Ça, c'est souvent, j'en nomme un, 505 Games. C'est des compagnies qui sont moins connues, mais eux autres qui handlent juste ça, juste la publication. Donc, il faut faire affaire avec eux. Il faut qu'eux achètent l'idée de ton produit pour qu'ils disent « OK, c'est bon, on va t'aider avec ça, on va l'amener sur Xbox 360. » C'était obligatoire. Mais l'Xbox One, ils ont vraiment fait une nouvelle plateforme qui s'appelle ID at Xbox. Et nous, on est dans un programme de soumission. On soumet nous-mêmes. Donc, ça, on a beaucoup aimé ça. Donc, ils sont beaucoup plus ouverts. Vraiment, eux autres, ils ont fait un changement de cap là, sur l'ouverture aux publicateurs qui veulent se publier eux-mêmes. C'est notre cas. Est-ce qu'on se dirige vers la mort un peu de l'industrie purement de publishing si les plateformes elles-mêmes deviennent les publishers, ou plutôt les concepteurs eux-mêmes deviennent leurs propres publishers? Est-ce qu'il y a réellement encore le besoin d'un middleman entre PlayStation et Frima ou une autre compagnie? Ben, dans notre cas, non. Parce qu'on dirait qu'on est une bête un peu étrange.
puisqu'étant donné qu'on a une bonne force de travail, mais on a aussi une équipe marketing dont je fais partie, on a tout ce qu'il faut pour faire notre propre publishing. Le publishing, c'est pas simplement appuyer sur le bouton pour faire la promotion de notre jeu. C'est vraiment tout ce qui tourne autour du marketing, des communications. Quand, par exemple, 505 ramasse ton jeu, tu es un petit développeur indépendant, tu es 4 gars dans ton sous-sol, il ramasse ton jeu, ben il va faire tes relations de presse, il va s'arranger que tu aies une visibilité. Donc, il va tout s'occuper du côté marketing, ce dont nous, on n'a pas besoin parce qu'on le fait nous-mêmes. Donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment très bien de pouvoir se publier nous-mêmes parce que c'était la seule étape qui nous manquait. Mais je pense que c'est encore nécessaire parce qu'il y a beaucoup de jeux indépendants fantastiques qui sont faits par des équipes de 2-3 personnes, des crinqués là, qui sacrifient souvent beaucoup dans leur vie pour réussir à faire ça, mais c'est par passion et ça fait des jeux qui sont excellents, mais eux autres ont vraiment pas ni les connaissances, ni le temps, ni l'argent, ni quoi que ce soit pour faire le marketing de leur jeu. Ils connaissent pas ça, c'est souvent des très bons game designers, des très bons artistes, des très bons programmeurs. Ils connaissent pas ça vraiment. Ça fait trop longtemps qu'ils sont dans leur sous-sol à travailler. Exactement. Ils savent plus comment interagir avec exactement, le monde. exactement. Non, c'est compréhensible. Ouais. La réalité virtuelle, vers où on s'en va avec ça, particulièrement en ce qui concerne Oculus Rift, qui a été annoncé récemment. Toi, je sais que tu as eu l'occasion, je pense, de l'essayer. Oui, absolument. Et donc, peux-tu nous en parler un peu? Oui, ben, je vais mettre un peu en contexte. L'Oculus Rift il a été annoncé en début janvier cette année. Et là, ça a été un peu je dirais pendant l'événement, je me rappelle plus c'était quel événement qu'il y avait un événement technologique vraiment où ils ont annoncé ça. Ça a été vraiment la course à qui va mettre la main sur ce qu'on appelle un dev kit. Donc vraiment pour pouvoir être les premiers à développer sur la réalité augmentée et tout ça. Et nous, on s'est ramassé un dev kit. Donc j'ai pu l'essayer. Donc mon expérience là-dessus, puis c'est ce que notre responsable de recherche et développement disait, c'est que la technologie est vraiment impressionnante, mais elle a encore des gros effets secondaires. Ce qui est le gros défi de cette technologie-là, c'est un pas qu'on se dit naturel, c'est là où on s'en va, c'est ça la prochaine étape, mais là on en est rendu à un peu jouer avec notre cerveau, hein. Parce que notre cerveau il est vraiment complètement mélangé lorsqu'on essaye ça, et sans même qu'on s'en rende compte. Moi personnellement, je résume mon expérience rapidement. Moi c'était ce qu'on appelle un tech démo. On faisait juste se promener dans une maison, dans une espèce de villa sur une montagne. Donc je mets mon casque, je me prends avec une manette. Je n'ai aucun problème, aucun malaise. Je trouve ça fantastique. Je lève la tête, je vois le ciel. Je dis, hey, c'est vraiment bien. Je dépose mon casque, je dépose ma manette. Et là, c'est un de mes collègues qui se met à essayer. Puis moi, debout derrière, je me mets à saigner du nez. J'ai pas compris trop qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je me mets à être tout mal. Ben ça, c'est peut-être juste parce que je suis pas très à l'aise avec le sang. Mais je me suis mis à saigner du nez comme ça, juste vraiment par rapport. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau. Mais en général, c'est pas les réactions que les gens ont. C'est souvent des réactions qui ont rapport avec le motion sickness, donc vraiment avoir mal au cœur. Mal de mer, exactement. Ouais. Parce que dans le fond, ton corps bouge pas, mais ton cerveau, il est pas mal certain que ton corps devrait être en train de bouger en ce moment. Fait qu'il comprend pas. C'est pour ça que c'est dit un peu en blague, mais dans le rapport de notre gars au recherche et développement, il disait que les effets sont diminués lorsqu'on est sous l'effet de l'alcool. Parce que notre cerveau, il sait qu'on est sous l'effet de l'alcool. Fait qu'il dit c'est correct, ça doit être juste parce qu'il doit être juste trop chaud. Là, il fait que ça donne moins mal au cœur lorsqu'on est un peu ivre. Donc l'avenir de la réalité virtuelle, c'est des parties de gars chauds. Ouais, j'imagine. En tout cas, il doit y avoir beaucoup moins de malaise dans ce temps-là. Lorsque ton corps il est comme déjà prêt à être un peu mis à l'épreuve dans ses déplacements, tout ça. Moi aussi, j'ai essayé la Oculus Rift en Californie lorsque je suis allé en septembre passé. Il y avait la première version du DevKit. C'est vrai, c'est étrange d'être dans ce milieu-là technologique, de dire c'est fantastique, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça avant. Il y a tellement de possibilités, puis pas juste dans le jeu vidéo. Ah non, et la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai essayé ça, c'est l'architecture. J'ai vraiment l'impression que dans l'avenir, les gens qui travaillent sur l'architecture d'immeubles vont tester leur immeuble à l'intérieur d'une réalité virtuelle comme ça pour s'assurer que chaque angle et chaque truc soit vraiment parfait. Donc pas juste le jeu vidéo, mais en même temps, comme tu dis, je pense que j'avais joué à Team Fortress 2 modé pour ça. Ah ouais. Et après 5 minutes, j'avais mal au cœur. Ben, c'est ça. Et je suis pas quelqu'un qui a mal au cœur facilement. D'habitude, j'étais le dernier à vomir sur les bateaux de pêche. Ben, moi non plus. Donc je me suis dit, il y a un problème. Là, il semble
il semblerait que ce soit, entre autres, il faut qu'il y ait un signal de positionnement supplémentaire, ils l'ont ajouté. Il semblerait qu'il y ait une question aussi de délai entre l'image et nos mouvements, ce que notre cerveau n'aimerait pas. Ça semble être en train d'être réglé. Mais est-ce que tu as l'impression, comme moi, un peu, que c'est plus qu'une gimmick? Ah oui, c'est évident. C'est peut-être l'avenir pour vrai, puis pas rien que pour le jeu vidéo, mais pour même d'autres médias. Là. Pas du tout. Même justement, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que moi, je suis dans le domaine plus du patrimoine puis des choses comme ça, puis ça se discute un peu pour faire permettre aux gens de visiter des lieux de nature historique et patrimoniale qui n'auraient pas possibilité de visiter ou qui sont disparus. Fait que des modélisations 3D que tu permets aux gens de vivre en réalité virtuelle. C'est que, écoute, c'est du genre d'affaires qui se discutent. Ça veut pas nécessairement dire que ça va se faire dans les prochaines années. Là. Ça peut être assez long, surtout un domaine comme ça, c'est long à adopter ce genre de technologie-là. Mais ça démontre une autre utilisation à part le jeu vidéo que ça pourrait avoir. Ben, je pense qu'en fait, là, d'une certaine façon, je pense que le développement dans d'autres sphères que les jeux vidéo va peut-être se passer plus rapidement. Une fois que l'appareil va être bien testé, bien rodé, qu'il va avoir justement, en ce moment, tous les efforts sont faits pour réduire les effets secondaires. Tout le monde travaille juste à ça. Il y a une bataille technologique en fait, parce qu'il n'y a pas rien qu'Oculus, il y a Sony aussi qui travaille sur quelque chose du genre. Morpheus là, qui ont annoncé. Il semblerait que ça marche bien aussi. Là, donc je ne l'ai pas essayé ça. Là. Mais il y a un look assez étrange, mais je pense que c'est pas pire. C'est le genre d'idée, c'est dur à expliquer quand tu essayes le Oculus Rift parce que c'est vraiment une expérience différente. La meilleure manière que j'avais réussi à l'expliquer à d'autres gens, c'est de dire c'est tellement profond comme expérience que j'avais pas l'impression de mettre le Oculus Rift, j'avais l'impression de rentrer dans le Oculus Rift. C'est excellent comme comparaison. Ouais. Quand tu enlèves le casque, tu sors du Oculus Rift parce que c'est comme si tu ouvrais une porte vers une autre dimension ou une autre zone. Et ce genre d'idée, c'est étrange parce que t'as comme ton cerveau cherche des applications. Il sait qu'il y a énormément d'applications possibles, mais des fois, c'est difficile de les trouver ou de les mettre en mots, mais tu sais qu'il y a plein de gens de plein de domaines différents qui vont essayer ça puis qui vont trouver plein d'idées d'applications pour ce genre de technologie-là. Donc, j'ai hâte de voir où que ça s'en va. Puis moi, c'est probablement le morceau technologique qui est le plus intéressant en ce moment dans le jeu vidéo, mais pas rien dans le jeu vidéo. D'où l'achat, justement, par Facebook. Ben, c'est ça, Facebook, ça reste encore un mystère de qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire avec ça, ou c'est simplement pour s'assurer d'attraper les revenus qui vont avoir un lien avec ça. Mais il y a tellement d'applications, mais je pense que ça va se développer plus rapidement dans d'autres domaines que les jeux vidéo, simplement parce que les défis sont plus gros en jeux vidéo pour réduire, justement, parce que tout est mis dans l'effort pour réduire les effets de nausée et tout ça. Alors, ça lancer dans les jeux vidéo qui, en ce moment, beaucoup l'action, tout ça, c'est ça qui risque d'en causer plus que d'autres choses. C'est ça que j'allais dire, effectivement, parce que c'est réduire ces symptômes-là, mais ultimement, c'est vrai qu'il va toujours avoir une espèce de problème d'adéquation entre le fait que tu penses bouger, mais que ton corps bouge pas. Fait que les jeux vidéo, généralement, requièrent plus de mouvement. Fait que dans des applications où les gens ont juste à marcher tranquillement, c'est le genre d'applications où, effectivement, le développement risque d'être peut-être plus rapide que dans le cas des jeux vidéo. Hey, écoute, je regarde les minutes aller, il nous reste encore du temps pour une dernière question, un dernier sujet. Les jeux vidéo ont le dos large dans notre société, particulièrement ceux qui sont plus violents, et on a tendance à leur mettre sur le dos le fait qu'il y a une augmentation de la violence ou toutes les espèces de, je pourrais en nommer plein qui ont eu lieu dans les dernières années, des massacres ou quoi que ce soit, puis on finit toujours par sortir un lien avec un jeu vidéo quelque part. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, c'est évident que c'est déplorable, là. Ça, c'est sans aucun doute, là, mais je pense que si on veut être dans philosophique puis dans historique puis tout ça, je pense que dans toutes les époques, il y a toujours eu la nouvelle chose cool qui est surtout adoptée par les jeunes, que les générations par-dessus comprennent pas tellement, et ils disent que c'est la source de tous les maux. Comme le rock'n'roll, c'était mal. Les comic books sont très victimes de ça. C'est ça, les comic books, c'est mal. Fait que, espèce de hippie. Mais c'est surtout, c'est certain que d'un point de vue, quelqu'un qui ne comprend pas les jeux vidéo, qui n'a pas les deux mains dedans, la violence graphique qu'on peut avoir, le niveau de violence graphique qu'on peut avoir dans des jeux, ça peut faire peur. Je crois pas qu'il y ait véritablement un problème avec ça, parce qu'il y a un système, il y a des films d'horreur depuis tellement longtemps. Il y a un système qui est établi pour éviter que des personnes qui n'ont pas l'âge pour voir un film d'horreur voient un film d'horreur, mais au final, ça va être impossible de l'empêcher. Je pense que c'est un processus d'éduquer les gens, surtout les plus jeunes. Je pense que c'est eux autres qui sont vraiment plus sensibles à faire la part entre la réalité et ce qui se passe dans un jeu vidéo. C'est certain que
on peut mettre beaucoup de causes là, autour de la violence puis tout ça. Je pense que les jeux vidéo, si on peut leur mettre une part, ils ont autant de part que les films, que la télévision en général, le genre de reportage qu'on peut avoir des fois sur des chaînes américaines, que c'est des poursuites policières avec la violence policière, c'est autant violent, c'est même plus vrai encore. Fait que, c'est quoi la source? En fait, c'est vrai, alors que les jeux vidéo ne le sont pas du tout. Exactement. Donc, je pense que c'est une chasse aux sorcières en ce moment. Et de toute façon, ces critiques-là par rapport aux jeux vidéo existaient dans le temps de Pac-Man. Alors, en termes de réalisme et de violence, on repassera. C'est ça. Donc, quelque part, c'est pas nécessairement parce que les jeux vidéo illustrent vraiment des situations réelles ou tout ça qu'il y a plus... Il y a peut-être un peu plus de sensibilisation à faire, mais ils n'ont pas nécessairement plus un rôle à jouer dans ces phénomènes-là. Je penserais pas. Ça, c'est évident. Mais comme je disais, c'est une chasse aux sorcières. Fait que c'est une cible tellement facile, les jeux vidéo, là. Oui, mais en même temps, ça a de moins en moins de traction, cette espèce de vision-là. Quand tu dis les jeux vidéo causent de la violence, il y a de plus en plus de gens qui vont dire voyons donc. Oui, on est chanceux d'avoir une communauté de joueurs relativement grosse qui s'oppose à ce genre d'argument-là. Mais en fait, je lisais un article intéressant qui disait, tu sais, les gens sont souvent faire référence à des gens comme étant des gamers, puis surtout à blâmer la génération des gamers. Et le journaliste, il disait, à partir de maintenant, toutes les générations seront des générations de gamers. Ça, c'est effectivement un fait terme. Quelque part, le comportement issu de ces gens-là, ça passera pas, là. C'est pas une mode, là. Dans le sens que il y a des gamers de tous les types, là. C'est certain, je dis pas que tout le monde pense de la même façon, mais certaines choses qui sont apportées par le jeu vidéo sont là pour rester, là. Les générations subséquentes vont toujours être des générations de gamers. Donc, c'est intéressant comme argument. C'est un médium de plus. Tu sais, je veux dire, on peut pas c'est comme blâmer les lecteurs. Exactement. On veut dire maudit lecteur. Arrêtez de faire ça. Maudit regardeur de films. Espèce de gens éduqués, là. Ouais, c'est ça. Des regardeurs de films. Tu sais, je pense que le 7e art, c'est les films. Mais il y a beaucoup qui font référence au 8e art, qui serait les jeux vidéo. C'est peut-être poussé, mais quand même. Mais moi personnellement, je trouve pas... c'est un peu l'expression d'art ultime, hein, les jeux vidéo, quand tu penses à ça. Parce il y a beaucoup de dimensions. C'est ça. Il y a de l'interaction, il y a du visuel, il y a de l'auditif. Si tu as les meilleurs visuels, les meilleures histoires, le meilleur script, la meilleure musique, puis la meilleure interaction, c'est difficile à battre en tant que médium artistique. Tu as une exposition à toutes les facettes. Là. En effet. Je pense qu'il ne doit pas en manquer. Il n'y a pas de formes d'art vraiment qui sont pas du tout représentées dans le jeu vidéo. On pourra avoir même lors de l'installation, lorsque la réalité virtuelle sera plus avancée. Là. Il va vraiment avoir tout, là, lorsqu'on va pouvoir passer à travers physiquement. Ouais. Bon, ben merci Laurent. Alors, à une prochaine fois peut-être, d'ici oui, quelques semaines, quelques mois, quand il y aura d'autres sujets qui popent dans l'actualité, ben on te réinvite. Là. Ben oui, écoute, ça me va faire plaisir de venir si vous avez d'autres sujets de jeux vidéo à discuter. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter, à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs bonne semaine. Si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. À chaque vendredi, on pose dans les subreddits de Québec et Montréal. Si vous voulez venir nous jaser, c'est là que ça se passe. Puis aussi et surtout, abonnez-vous à notre canal YouTube. Ouais.